Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire Zoom Sur. Cette semaine, Nouakchott a été le théâtre d'un moment diplomatique majeur. La tenue de la toute première réunion de haut niveau entre la Mauritanie et l'Espagne, en présence de son Excellence le Président Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani et du Premier ministre espagnol M. Pedro Sanchez. À travers une conférence de presse conjointe et un forum économique inédit, les deux dirigeants ont mis en lumière la solidité d'un partenariat fondé sur l'amitié, le respect mutuel et la convergence stratégique. Le soutien espagnol à hauteur de 200 millions d'euros, le lancement de la plateforme numérique Kantara ou encore la création d'un conseil d'affaires bilatéral témoignent d'une nouvelle étape franchie dans les relations entre Nouakchott et Madrid. Nous recevons ce soir pour parler de cette table ronde M. Harouna Traoré, chargé de mission à la présidence de la République. Bonsoir. Bonsoir. Nous recevons également M. Hamadi Ould Hamadi, ancien ministre des Affaires étrangères. Bonsoir. Nos invités nous permettront de mieux comprendre les enjeux politiques, économiques et géostratégiques de cette visite et ce qu'elle augure pour l'avenir de la coopération mauritano-espagnole. Mais avant de rentrer dans le vif du débat, je vous propose de suivre cet élément de Yed Alifal. Le Centre international des conférences Mokhtar Ould Daddah a accueilli à Nouakchott la rencontre de restitution des travaux de la commission mauritano-espagnole, une occasion offerte au public de prendre connaissance des résultats des discussions menées entre les délégations des deux pays autour de nombreuses questions d'intérêt commun. Prenant la parole, le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, a salué les sérieux et le professionnalisme qui ont marqué les travaux des délégations, notamment celles représentant le secteur privé. Il a exprimé son soutien total à ce type d'initiatives qui viennent accompagner les visions politiques partagées par la Mauritanie et le Royaume d'Espagne. Le président de la République a félicité les deux parties pour la qualité des échanges et le niveau de coopération atteint, estimant que ces travaux renforcent davantage une relation qu'il a qualifiée d'exemplaire et profonde. Le président de la République a encouragé les participants à poursuivre leurs efforts, affirmant que le contexte actuel est favorable et que la volonté politique existe de part et d'autre pour faire progresser le partenariat. Il a rappelé que la Mauritanie est aujourd'hui un vaste chantier en pleine transformation, offrant des perspectives prometteuses dans des secteurs clés tels que la pêche, l'agriculture, l'élevage, les mines, les infrastructures de base, ainsi que les services dans les domaines du pétrole et du gaz. Le président de la République a exprimé toute sa confiance dans le rôle du secteur privé comme moteur du développement économique, soulignant que les gouvernements des deux pays continueront à accompagner et soutenir cette dynamique appelée à avoir un impact positif concret sur les deux peuples. Avant de clore son intervention, le président de la République a adressé ses remerciements à l'ensemble des acteurs ayant contribué à la réussite de cet événement, tout en exprimant sa gratitude au chef du gouvernement espagnol à qui il a souhaité un agréable séjour dans notre pays. C'est sur ces mots qu'il a annoncé la fin officielle des travaux de la commission. De son côté, le chef du gouvernement espagnol a insisté sur le rôle central du secteur privé dans la consolidation du partenariat entre la Mauritanie et le Royaume d'Espagne, réaffirmant l'engagement de Madrid à soutenir cette coopération économique en pleine expansion. Le président du Conseil des travaux mauritano-espagnols a quant à lui estimé que la participation des dizaines d'entreprises privées à cette rencontre est une preuve tangible de l'importance croissante des relations économiques entre les deux pays. Enfin, Mme Ana Suarez, représentant le milieu d'affaires espagnol, a assuré que les opérateurs économiques des deux pays mettront tout en œuvre pour concrétiser les aspirations partagées des deux parties en capitalisant sur cette dynamique de coopération renforcée. Rebonsoir, Monsieur Harouna Traoré. Quelle est la portée symbolique et stratégique de cette première réunion de haut niveau entre la Mauritanie et l'Espagne? Merci. Je remercie la télévision mauritanienne d'avoir organisé cette émission qui nous permet bien sûr d'échanger sur un sujet d'importance majeure. Notre pays est entré dans une phase de diplomatie économique très active depuis quelque temps, et sous le leadership du président Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani. Et la réunion de Nouakchott
incarne en réalité l'ambition commune des deux chefs d'État, du président Mohamed Cheikh Al-Ghazouani et du président du gouvernement espagnol, de faire de la relation mauritano-espagnole un axe stratégique majeur fondé sur la confiance, sur la réciprocité et la vision. Et cette rencontre de Nouakchott qui s'est tenue donc, le 16 juillet dernier a une genèse, un processus qui a conduit à cette rencontre. C'est que lors de la visite du président Mohamed Cheikh Al-Ghazouani en Espagne en 2022, on a procédé à la signature d'un accord cadre d'amitié et de coopération qui donne un peu le fondement juridique à ce processus, c'est-à-dire à la création de cette commission mixte au sommet qui permet à chaque fois, alternativement d'ailleurs, je crois que chaque année, de faire le point de la coopération et de voir à quel niveau on peut encore apporter des améliorations. Donc, il s'agit aussi d'une relation qui a aussi elle-même des racines, dont les racines sont profondément enfoncées dans l'histoire. Parce que, comme vous savez, la Mauritanie et l'Espagne ont une histoire commune, avec des valeurs partagées. Je crois que cela remonte à la période des Almoravides, des Mourabitoun. Et puis, les germes de cette histoire sont encore présents et facilitent la coopération et l'instauration des relations de confiance entre les deux parties. Voilà. Vous avez tantôt parlé de diplomatie active ces derniers temps. Peut-on dire que cette rencontre marque une nouvelle étape dans la diplomatie mauritanienne sous le leadership du président Ghazouani? Oui, en fait, la rencontre de Nouakchott ne peut pas être isolée des différentes rencontres qui l'ont précédée. Rien que dans le mois de juin-juillet, le président Mohamed Cheikh Al-Ghazouani prépare au sommet de Vienne, au cours duquel des annonces très importantes ou des engagements très importants en faveur de la Mauritanie ont été pris par les partenaires internationaux. Ensuite, le président Mohamed Cheikh Al-Ghazouani a pris part au sommet de Séville, sommet organisé par les Nations Unies sur le financement du développement, qui était un sommet où il y avait des idées importantes sur les possibilités de financement qui pourraient s'offrir compte tenu de la conjoncture internationale et du rétrécissement des possibilités de financement que vous connaissez. Après ce sommet important où la Mauritanie aussi a fait entendre sa voix, a apporté sa contribution, et le président de manière remarquable, nous avons pu assister à ce voyage historique aux États-Unis d'Amérique, à ce sommet historique avec le président de la première puissance économique. Et cette rencontre avec le sommet, avec le président américain, a ouvert des portes. Au-delà du simple fait que, bien sûr, la visibilité de ce qu'on peut dire, il y a un aspect que beaucoup de gens ne perçoivent pas. C'est que la rencontre avec le président des États-Unis vaut une sorte d'aval, parce que vous savez, les grandes firmes multinationales, quand elles vont investir dans certaines régions, notamment le Sahel, où il y a quelques inquiétudes par rapport aux questions de sécurité, ces grandes multinationales ont besoin de l'aval tacite ou implicite du département d'État ou diplomatique qu'il faut pour leur permettre d'investir. Et le seul fait qu'il y ait cette rencontre et qu'on ait pu discuter des possibilités d'investissement en Mauritanie vaut en réalité un aval pour les grandes firmes internationales, au-delà des firmes américaines. Donc cela va aussi accroître tout cela. Donc la rencontre de Nouakchott vient dans la suite logique de cette dynamique qui fait que désormais la Mauritanie n'est plus simplement un point de passage, mais un point d'ancrage, un point d'ancrage à partir duquel on peut développer des actions économiques de portée régionale, de portée internationale. Merci. Monsieur le ministre, vous qui avez été aux premières loges de la diplomatie mauritanienne, comment analysez-vous cette dynamique avec l'Espagne? Je vous remercie de l'invitation et de l'occasion que vous me donnez de partager ce plateau avec mon jeune frère
Arona, qui a été mon collaborateur aux affaires étrangères, que j'ai beaucoup apprécié. Il n'y a rien d'étonnant, en vérité, dans cette dynamique, parce que la Mauritanie et l'Espagne ont toujours entretenu de très bonnes relations. Et elle traduit des enjeux nouveaux, comme disait Traoré tout à l'heure. Il y a des perspectives évidentes d'expansion de l'économie mauritanienne avec le pétrole, avec le gaz, en plus des ressources que nous avions déjà, donc les mines, la pêche, etc. Et également des enjeux politiques et sécuritaires, l'enjeu de l'immigration, comme vous savez, et qui concerne aussi bien la Mauritanie que l'Espagne. Et donc, c'est une logique normale d'impulsion des relations entre les deux pays. Monsieur Arona nous a rappelé un peu les relations entre notre pays et l'Espagne, mais historiquement, vous qui étiez ministre des Affaires étrangères, quelles ont été les grandes étapes qui ont structuré ces relations-là entre Nouakchott et Madrid? Il a raison de dire que les relations entre la Mauritanie et l'Espagne remontent à la nuit des temps, depuis l'époque des Almoravides. Vous savez que c'est les Espagnols qui ont les premiers occupé l'île de Tidra, dans le Ban d'Arguin, où ils ont construit une forteresse. Cette île qui a changé de main 6 fois, jusqu'à la destruction de cette forteresse par le roi Louis XVI avant la Révolution française. Les pêcheurs espagnols sont les premiers également à avoir sillonné le littoral de ce qui va devenir la Mauritanie, depuis le XVIe siècle. Depuis le XVIe siècle, les navires espagnols, les pêcheurs espagnols sillonnent ces eaux. La première population civile de la ville de Nouadhibou, ce sont les Espagnols. Il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent. C'est l'histoire, oui. On a créé le centre, le poste administratif de Port-Étienne en août 1907 comme base militaire. Et la première population civile, ce sont les pêcheurs espagnols. Les Mauritaniens ont nomadisé dans la région, c'est leur zone, mais la ville de Nouadhibou a été créée par les Espagnols. Et donc, c'est une relation très ancienne. Dans les temps modernes, l'Espagne a reconnu l'indépendance de la Mauritanie dès sa proclamation quasiment. Et nous avons ouvert une ambassade à Madrid en 1962, donc dès l'aube de l'indépendance. Elle a été ouverte par l'ambassadeur Sidi Bounoul Sidi, qui était notre premier ambassadeur en Espagne. Et les relations ont toujours été excellente, en plus de la proximité, des relations de bon voisinage. L'Espagne, le Premier ministre l'a rappelé au cours de cette réunion, est le premier client et le troisième fournisseur de la Mauritanie en Europe, avec un volume d'échanges commerciaux de 600 millions d'euros, ce qui n'est pas rien. L'ambassade d'Espagne ici à Nouakchott délivre 30 000 visas de tourisme par an aux Mauritaniens, en plus de ceux qui sont délivrés par le consulat général à Nouadhibou, et des Mauritaniens, ils sont nombreux qui ont des cartes de séjour en Espagne. Donc les relations sont très étroites, elles sont multiformes, elles sont maintenant impulsées par la volonté politique. Le président Ghazouani qui lance une véritable dynamique de développement multiforme de la Mauritanie, qui ouvre des perspectives de croissance économique, de diversification de l'économie mauritanienne. Il ne faut pas oublier, comme il l'a rappelé tout à l'heure, moi j'ai eu l'honneur de l'accompagner dans cette visite en Espagne en 2022, c'était pour s'inspirer de l'expérience de l'Espagne dans la production des légumes. Et ça a déclenché la dynamique que vous connaissez maintenant, sur le canal de Raftor Sahli, une production de légumes qui a permis
pour la première fois, il y a eu un mois de Ramadan sans rupture d'approvisionnement. Et on a eu l'expérience et l'expertise de l'Espagne et du Maroc d'ailleurs, pour ne rien vous cacher, a beaucoup contribué. Et c'est un objectif que le président s'est fixé, c'est d'atteindre, depuis la fin de la crise Covid, c'est fixé l'objectif de parvenir à l'autosuffisance alimentaire, et en particulier dans les légumes. Sur les riz, nous sommes déjà à 90%, mais sur les légumes et les autres denrées. C'est donc une dynamique porteuse. Côté espagnol également, il y a un Premier ministre qui est jeune, qui est plein de charisme, débordant de dynamisme. Et, ça crée le contexte favorable à cette impulsion, à ce nouveau regain de dynamisme des relations économiques et politiques entre la Mauritanie et l'Espagne. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur Harouna, le président a insisté sur la profondeur des liens entre les deux pays. Quelles sont, selon vous, les valeurs communes qui renforcent cette relation? Bon, je pense que, comme vient de le dire le ministre des Affaires étrangères, qui est enfin un connaisseur de ces questions régionales et au-delà des questions internationales, parce qu'effectivement, il l'a rappelé, j'ai été son collaborateur pendant quelques années et j'ai vu un ministre vraiment de très très haut niveau et qui a pu faire entendre la voix de la Mauritanie de la manière la plus efficace lorsque cela s'était imposé. Alors, pour répondre à votre question, la profondeur des liens, quand on s'inspire de ce que vient de dire M. le ministre, notamment sur l'histoire, l'historique de cette relation, et quand on voit même la ville de Nouadhibou, dont les appellations de quartier continuent de s'inspirer un peu de cette culture espagnole, bon, on se dit vraiment la relation et le nombre de visas, les échanges humains, culturels entre les deux pays, on se dit que ces relations ne sont pas des relations banales, elles ne sont pas que commerciales, elles sont des relations à la fois culturelles, économiques, mais aussi des relations qui sont fondées sur l'histoire, la géographie et les intérêts bien compris des deux parties. Les Chinois ont l'habitude de dire, je pense un peu la formule, c'est que un proche voisin ou un voisin proche est plus important qu'un proche éloigné. Autrement dit, le voisinage crée une relation qui va au-delà des liens de parenté qui pourrait lui-même être beaucoup plus extensible. Alors, pour revenir vraiment à l'essentiel, c'est que le président Mohamed Cheikh Razouani, en tenant compte de tous ces liens, a dit, bon, là, il y a une opportunité d'aller plus loin. Au-delà des simples liens culturels qui sont là, et puis il faut les traduire dans les faits. C'est cette traduction dans les faits qui a été en fait l'élément déterminant. Et comment cette traduction du soutien espagnol va se faire? Bon, alors, les 200 millions d'euros dans les projets de développement. C'est pas tant le soutien espagnol que la coopération mauritano-espagnole. C'est du gagnant-gagnant. La Mauritanie va sans doute apporter ce qu'elle a, et je pense qu'elle a énormément de choses à proposer. Et l'Espagne, de son côté, va également... il y a des complémentarités, des points de complémentarité importants entre les deux économies. Le ministre l'a rappelé, l'économie espagnole, les Espagnols ont une technicité, une compétence reconnue dans le domaine de l'agriculture et dans le domaine de la pêche. L'histoire, c'est une activité historique. Dans le domaine des nouvelles technologies, et énormément de possibilités d'échange sont possibles. Je pense que là, on va peut-être en parler dans le débat. Et la création de ce conseil d'affaires, le conseil d'affaires mauritano-espagnol qu'on appelle le CAMES, est un cadre, un levier important de mise en relation des entreprises espagnoles et des entreprises mauritaniennes. Parce que, comme vous savez, l'action publique, l'État va continuer évidemment à faire ce qu'il a à faire en créant le cadre, en encourageant, mais il faudrait que le secteur privé puisse prendre le relais
parce que c'est au secteur privé de créer des emplois, de contribuer davantage à la croissance et puis de profiter du transfert des technologies qui pourraient naître de cette collaboration et de cette coopération avec l'Espagne. Maintenant, avant de revenir vers le ministre, vous avez parlé de la création du Conseil d'affaires bilatéral. Quelle sera la place de la présidence dans le suivi de cet outil stratégique? Et parlez-nous un peu de ce conseil. D'abord, le conseil d'affaires, le CAMES, il l'appelle, a été créé déjà en 2022. Et le président Mohamed Cheikh El-Khazouani l'a officiellement lancé il y a un an, à peu près. Mais depuis, il y a une série de rencontres des rencontres d'affaires, ils appellent ça rencontres commerciales, entre les deux parties, alternativement en Mauritanie, en Espagne, voilà. Et il est co-présidé par un chef d'entreprise mauritanien, M. Waled, qui est très connu, et puis côté espagnol par Mme Suarez, qui est aussi un grand nom du domaine des affaires. Alors, cette structure met en relation, d'abord, ils ont réfléchi, ils ont identifié les différents secteurs de convergence où il y a des possibilités de coopération et ils se retrouvent. Donc, ils ont eu une série de rencontres, je pense que 5 rencontres ou 4 ou 5 rencontres, qui ont permis d'identifier un nombre important de projets et même de mettre en place des joint ventures entre les deux parties, des entreprises de deux parties. Je pense qu'il y a une vingtaine de joint ventures et qui se font autour d'une vingtaine de projets. Donc, ils sont en attente de financement. Donc, ils sont déjà en avance. Et l'arrivée du président du gouvernement espagnol aux côtés du président Mohamed Cheikh El-Khazouani a permis de donner une nouvelle impulsion à cette structure qui est un levier essentiel. Aujourd'hui, ils en sont à une phase exploratoire. Et en leur sein, ce conseil, il est organisé autour d'un certain nombre de pôles. Je crois qu'il y a 5 ou 6 pôles qui couvrent l'agriculture, le climat, les énergies renouvelables, ainsi de suite, et même la santé. Et cela permet aux entreprises qui sont spécialisées dans ce secteur de se retrouver. Alors, la présidence de la République n'intervient pas dans ces structures. C'est une structure entre hommes d'affaires. Mais elle est toujours là pour accompagner, pour appuyer lorsque le besoin se fait sentir. L'ensemble des organes gouvernementaux qui sont dans le domaine de l'investissement sont aux côtés de cette structure. Et la présidence, évidemment, puisque c'est une ambition présidentielle, elle l'accompagne à chaque fois que de besoin. Merci. Monsieur le ministre, revenons un peu à la diplomatie. Quel rôle la diplomatie parlementaire et culturelle pourrait-elle jouer pour renforcer ce partenariat? Écoutez, la diplomatie, c'est l'ensemble des méthodes, des démarches, des styles qui gèrent les relations internationales. Et donc la diplomatie économique, à travers le commerce, l'investissement, le tourisme, la diplomatie culturelle, les échanges culturels, les étudiants, les relations entre les universités, etc. La diplomatie parlementaire, parce que c'est au niveau des institutions législatives, sont un complément précieux à la diplomatie politique, qui est celle des gouvernements et des autorités politiques. La diplomatie est multiforme, multidimensionnelle, et c'est un ensemble qui doit être cohérent et harmonieux pour assurer la fluidité et la qualité des relations entre les États. Le forum économique, comme il vient de le dire, a réuni plusieurs acteurs privés. Quel message cela envoie-t-il sur le climat des affaires en Mauritanie? C'est d'abord l'attractivité de l'économie mauritanienne, à travers, comme on l'a signalé tout à l'heure, à travers les perspectives d'expansion de l'activité économique, de la croissance soutenue. J'ai vu le rapport de la Banque centrale de l'économie mauritanienne a enregistré un taux de croissance de 5,2% en 2024. Les prévisions tablent sur 6 ou 7 pour 2025, donc c'est une économie qui est dynamique, qui est en croissance, donnée, et ça, c'est ce que cherchent les investisseurs.
le CAMES a lancé une plateforme numérique. On en reviendra un peu. Oui. Qui va être un cadre de facilitation des échanges et des relations en ligne entre les entreprises de tous les côtés. Vous savez que l'Espagne est le premier bénéficiaire de l'accord de pêche entre l'Union européenne et la Mauritanie. C'est le contingent espagnol qui est la plus grande flottille ici. L'Espagne est notre premier ou deuxième importateur de produits de pêche mauritaniens. C'est un domaine, un secteur dans lequel l'Espagne est très présente, aussi bien au niveau de la production, ils ont des investissements à terre, qu'au niveau du marché. Et la proximité offre également des possibilités, parce que la Mauritanie a un positionnement géostratégique qui lui permet d'être une plateforme. C'est un peu la porte de l'Afrique de l'Ouest pour les pays européens, comme l'Espagne est la porte de l'Europe pour nous. Et c'est donc un potentiel important qui favorise le développement de relations économiques. Monsieur Harouna, la présence d'un représentant économique espagnol permanent à Nouakchott à partir du 1er septembre est une première. Quelle sera l'articulation entre ce poste et les institutions mauritaniennes? Écoutez, ce poste, il en existe, vous savez, un peu partout. Ce sont des postes d'expansion économique. Ce sont des diplomates spécialisés dans l'économie, dans les questions commerciales, dans les questions financières, dans les questions d'investissement, qui sont déployés lorsque la volonté politique est de faire de ce pays un partenaire important sur le plan économique. Ou alors lorsqu'ils se rendent compte que ce pays, désormais, est un pays, un acteur majeur du point de vue économique, et que les entreprises espagnoles qui vont venir s'y installer auront besoin d'un accompagnement. Parce que vous savez, quelqu'un qui vient d'un autre environnement, qui arrive en Mauritanie, il a besoin d'un accompagnement, il a besoin d'avoir une structure à laquelle s'adresser, auprès de laquelle obtenir conseil, accompagnement, ainsi de suite. Donc voilà à peu près ce qu'est la signification de ce poste. Mais la symbolique derrière, c'est que désormais, l'Espagne fait de la Mauritanie un partenaire économique stratégique. Elle veut faire en sorte que le secteur, que les entreprises espagnoles soient davantage présentes en Mauritanie et donc structurées, encadrées par ce poste de conseiller économique. Monsieur le ministre a parlé... Oui, allez-y. Monsieur le ministre a parlé de la plateforme Kantara, c'est-à-dire le numérique a aussi été à l'honneur. Quelle opportunité offre-t-elle à notre jeunesse et à notre administration? Bon, la plateforme Kantara, dont le ministre a parlé assez rapidement, est un outil. C'est une plateforme numérique qui permet aux entreprises espagnoles et aux entreprises mauritaniennes de se rencontrer virtuellement, donc par les moyens de nouvelles technologies, de recueillir les informations, d'échanger. Donc c'est une facilitation, un moyen de communication qui va davantage mettre en relation les uns et les autres. Ce n'est pas, en fait, lors de la visite, effectivement, il a été question du numérique, mais sur un autre plan. Et là, on va y revenir, c'est sur la question de la cybersécurité, donc de la lutte contre la cybercriminalité, qui est aussi un enjeu émergent face auquel les États s'organisent, coopèrent, parce qu'il s'agit de questions extrêmement sensibles où un État tout seul, isolé, ne peut pas à lui seul faire face à l'étendue de ce phénomène et surtout à sa gravité, parce que quand vous avez vu, on a ce qui se passe sur Internet, mais aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, la cybercriminalité devient un des défis importants auxquels tous les pays pourraient être confrontés. Et la Mauritanie prend de l'avant en signant des conventions avec des États comme l'Espagne qui sont relativement avancés sur ces questions sensibles.
Pour revenir encore en fait à la plateforme, elle n'est pas un outil destiné à la jeunesse non plus. Mais évidemment, les jeunes entrepreneurs, évidemment, non, je veux dire les jeunes entrepreneurs qui sont membres du CAMES, du Conseil, peuvent y accéder et nouer des partenariats, des joint ventures avec des entreprises espagnoles. Et la jeunesse mauritanienne est une jeunesse créative. On a beaucoup de jeunes talentueux qui peuvent très rapidement avoir des partenaires avec lesquels ils pourront développer plusieurs créneaux. Et comme vous savez, la jeunesse fait partie c'est la priorité, l'une des priorités du mandat du président Mohamed Cheikh Ghazouani. Donc ce rendez-vous est aussi le rendez-vous. Merci. Monsieur le ministre, à l'heure où l'Afrique est convoitée, comment la Mauritanie peut-elle préserver sa souveraineté tout en multipliant ses alliances? Écoutez, c'est une ligne directrice de la diplomatie mauritanienne depuis le début. C'est le multilatéralisme, le bon voisinage, la neutralité positive, le non-alignement. Donc la Mauritanie conserve cette ligne. Elle peut s'ouvrir à tous les partenaires sans s'aligner sur des positions dans la région du Sahel. Aujourd'hui, elle joue un rôle de stabilisateur grâce à la sécurité, grâce à la stabilité et grâce à l'ouverture politique. Et donc, elle est en très bonne position pour pouvoir appartenir à différentes alliances, pour pouvoir s'ouvrir à différents partenaires sans aliéner sa souveraineté. C'est une ligne rouge. Merci. Monsieur Arona, vous avez parlé de la sécurité, qui est un aspect important. Cette réunion permet-elle de poser les bases d'une coopération sécuritaire renforcée notamment face aux défis régionaux? Sans doute. Vous savez, comme vous savez, il y a eu des conventions signées entre différents départements ministériels, dont le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Transition numérique, notamment sur la question de cybercriminalité. Mais comme vous savez, toutes les criminalités, quelque part, se retrouvent. Lutter contre la cybercriminalité, c'est lutter contre les risques terroristes, c'est lutter contre la question de la traite des personnes, ainsi de suite. Donc, il y a évidemment un effort important de part et d'autre, parce que mutuellement, nous avons tous intérêt. On est confrontés aux mêmes défis, aux défis sécuritaires, et on est confrontés, deux pays vraiment à la limite des pays voisins, ont toujours le souci d'avoir un environnement sécurisé, qui soit lui-même le cadre dans lequel les affaires pourraient prospérer. Parce qu'en dehors de la paix et de la sécurité, on ne peut pas envisager des investissements qui soient des investissements durables et productifs. Donc, au cours de cette rencontre, sans aucun doute, mais les questions de paix, les questions de sécurité et de coopération entre les États, ce sont des questions qui sont traitées de la manière qui convient. Elles ne sont pas forcément rendues publiques dans les détails, mais il est important de savoir que cette relation est bien entretenue. Vous savez, nous sommes tous confrontés à ce défi de la migration. Le défi de la migration concerne l'Espagne, mais aussi il est posé à la Mauritanie. En conjuguant nos efforts, nous faisons face ensemble à un défi commun et avec des moyens pour le relever. Et cette immigration clandestine, elle s'est faite à travers des réseaux de trafic de migrants, des réseaux de trafic d'êtres humains, qui sont des crimes reconnus au plan international et contre lesquels tous les États se mobilisent. Donc, cette thématique constitue par exemple un des points de coopération entre les deux pays. Merci. Monsieur le ministre, revenons à cette réunion.
Selon vous, elle marque-t-elle une nouvelle lecture géopolitique des relations Nord-Sud? Écoutez, l'ordre économique mondial et même l'ordre politique mondial est en pleine mutation. Il y a un cours de restructuration. Après la guerre froide, il y a eu un ordre unipolaire quasiment, qu'on a appelé la mondialisation, la globalisation. Elle a fait son temps. Aujourd'hui, les relations internationales sont en train de redessiner un ordre multipolaire. Et donc l'Espagne peut parfaitement se positionner dans cet ordre comme pôle régional. Vous savez, c'est l'une des économies les plus dynamiques d'Europe, avec l'Italie. Ce sont les économies les plus dynamiques d'Europe. Donc, dans cette région, elle bénéficie de l'avantage de la proximité. Elle peut très bien être un pôle ou contribuer à la constitution d'un pôle où les pays du Maghreb, par exemple, et les pays d'Afrique de l'Ouest peuvent très bien collaborer et faire un ensemble cohérent qui bénéficie de ressources différentes et complémentaires. Et je pense que donc c'est tout à fait envisageable, c'est une bonne opportunité pour les deux pays. Merci. Monsieur Harouna, quelle place accorde la Mauritanie à l'Espagne dans son plan global de diversification des partenariats internationaux? Vous savez, à la lumière des chiffres importants que le ministre vient de présenter, relatifs notamment aux échanges dans le domaine de la pêche, auquel il faut ajouter la coopération dans l'aide publique au développement, qui reste encore à un niveau important. Et il faudrait voir l'Espagne d'abord comme un partenaire qui a des points de convergence extrêmement importants avec la Mauritanie. D'abord, elle partage avec la Mauritanie des valeurs fondamentales, l'attachement à la paix, le respect des questions de souveraineté, et puis elle défend autant que la Mauritanie les causes justes, dont les causes justes chères à la Mauritanie. Et cet engagement est déjà très important. En outre, l'Espagne, dans les instances internationales, coordonne particulièrement ses relations ou ses positions diplomatiques avec la Mauritanie. Lorsque la Mauritanie s'engage dans un processus de mobilisation internationale quelconque, l'Espagne est à ses côtés. Au niveau de l'Union européenne, l'Espagne fait aussi beaucoup de plaidoyer en faveur de la Mauritanie. Mais ce phénomène s'est accéléré ces dernières années grâce à la relation privilégiée entre le président Mohamed Cheikh Ghazouani et le Premier ministre, le président du gouvernement espagnol. Donc aujourd'hui, on est dans cette relation privilégiée. Ensuite, au niveau des peuples, au plan interculturel, au plan de la solidarité face aux défis globaux, il y a beaucoup de convergence. Donc ces aspects font de l'Espagne un partenaire très important. Et la Mauritanie, comme l'a bien présenté, bien expliqué le ministre, est un pays ouvert qui a des relations avec tous les pays dans le respect de leur souveraineté, dans le respect de leurs différences, et qui aussi comprend les réalités. Parce qu'en diplomatie, lorsqu'on comprend, lorsqu'on connaît, parce que la diplomatie ne peut se passer de la compréhension des uns et des autres, lorsqu'on comprend, on connaît, on sait mieux gérer. Nous avons eu la chance, alhamdoulilah, d'avoir un président qui est très respecté, dont la voix fait autorité sur la scène internationale et qui a une vision à laquelle adhèrent la plupart de nos partenaires. Cette vision de promouvoir la paix, de promouvoir le dialogue,
partout, y compris chez nous, un peu partout, bien sûr. Donc, c'est un homme de dialogue, un homme de paix. Et ce profil rassure. Et rassure en Mauritanie, mais rassure aussi tous les partenaires. Et même Donald Trump. Ça, vous l'avez remarqué récemment en l'invitant, c'était une marque de confiance. Et le Premier ministre espagnol trouve en lui un partenaire avec qui ils peuvent, la relation mauritano-espagnole pourrait faire un bond qualitatif. Et ça, nous y sommes, vraiment. Merci. Monsieur le ministre, l'Espagne souhaite intégrer la Mauritanie dans l'initiative Africa Forward Alliance. Que peut apporter ce programme au développement local, notamment dans les régions les plus vulnérables? Écoutez, l'Espagne est dans le cœur de tous les Mauritaniens. L'Espagne a toujours été proche des Arabes à cause du passé, des relations historiques, la présence arabe et musulmane dans la péninsule ibérique durant 4 ou 5 siècles. L'Espagne moderne a également toujours eu des positions proches des Arabes et des causes arabes, comme le disait Rana tout à l'heure. Aujourd'hui, l'Espagne est dans le cœur de tous les Arabes, et en tout cas de tous les Mauritaniens, à cause de sa position courageuse sur la situation au Moyen-Orient et de son soutien résolu au peuple palestinien contre la guerre d'extermination et du génocide qui est engagé à Gaza. En l'occurrence, quand on parle d'alliance, comme je disais tout à l'heure, la Mauritanie a intérêt à adhérer à toutes les alliances. Elle a toujours eu une ligne diplomatique multilatéraliste. Et elle est dans une zone, économique, dans 2 zones d'ailleurs, le Maghreb et l'Afrique de l'Ouest, y compris le Sahel qui se détache un peu de l'Afrique de l'Ouest, où elle peut se positionner favorablement, elle est même positionnée favorablement, et donc elle a intérêt à participer à toutes les alliances, et notamment à cette initiative espagnole Africa Forward Alliance. Elle ne peut qu'en tirer profit. Monsieur le conseiller, cette rencontre a permis de faire avancer des dossiers sensibles. Vous avez tantôt parlé de la migration, comme la migration ou la gestion commune des frontières. Quel est votre point de vue sur ça? Oui, vous savez, ces derniers temps, l'opinion, en tout cas une partie de l'opinion, avait tendance à résumer la coopération entre la Mauritanie et l'Espagne à cette question migratoire de l'immigration clandestine, qui en réalité est une question importante, mais vraiment, par rapport aux autres aspects, elle est vraiment secondaire. Toutefois, pour y revenir, évidemment, cette question d'immigration n'est pas une question, c'est un défi aussi émergent. Les questions, l'insécurité, partout où elle se produit, provoquent des mouvements donc, humains qui sont évidemment, nous, la Mauritanie en tant que pays voisin d'un certain nombre de pays voisins, enfin dans la région Sahel, accueille par solidarité, par humanisme, par fraternité, parce que les liens sont à ce niveau-là, nos frères qui viennent de ces pays-là. Et ça pèse naturellement sur nos ressources, ça pèse sur... quelquefois, ça met à l'épreuve nos conditions, nos vies sociales, nos populations elles-mêmes dans leurs localités respectives. Mais cela fait partie de son devoir, parce que la Mauritanie est un pays aussi d'hospitalité et elle n'abandonne pas les frères, elle est dans cette solidarité. Et en même temps, cela doit se faire sans déstructurer notre société. Cela doit se faire dans le respect des normes, dans le respect des lois. C'est-à-dire, elle doit être ordonnée. Les personnes qui arrivent chez nous doivent être identifiées.
les conditions matérielles sont créées un peu partout pour que tout le monde puisse se faire identifier. Celle qui se soustrait à cette obligation, évidemment, ne peut pas demander que de notre côté, il y ait une approche particulière qui soit autre que de les soumettre aux règles prévues par nos lois. Maintenant, s'agissant de l'Espagne, l'Espagne, elle a le souci de ces migrants clandestins qui passent par notamment les océans, par l'Atlantique, par la mer, et ceux qui passent évidemment parfois par le désert pour venir chez elle. Et quelquefois, quand vous suivez ces phénomènes, quand vous suivez ce qui se passe par rapport à cela, on se rend compte que sur 2, 3 migrants qui partent, en moyenne, il y en a au moins un qui disparaît. Sur les statistiques que je n'ai pas au niveau officiel, mais les statistiques que j'ai reçues d'une ONG me disent quand même qu'à peu près 25 000 il y a 25 000 migrants qui sont passés dans ces eaux-là, mais sur les 25 000, il y a à peu près 10 000. Non, il y a 25 000 qui arrivent, mais 10 000 qui ont disparu. C'est tragique, c'est une tragédie. Et parmi ces disparus, il y a des compatriotes. Moi, j'ai été, je l'ai rappelé l'autre fois sur le plateau, j'ai été en relation avec une association des mères des migrants disparus qui ont recensé, rien qu'entre le Guidimacha, le Gorgol, plus de 570 jeunes, on avait leur ennemi, qui avaient disparu. Bon. Et ces mères ont eu le privilège, en ma présence d'ailleurs, de rencontrer le président de la République et qui leur, pour bien sûr lui demander, elles étaient là et leur demande était insistante. Monsieur le Président, nous vous remercions de nous avoir reçus. Nous vous demandons de tout mettre en œuvre pour que ces bateaux de la mort s'arrêtent, cessent. Parce qu'on ne veut pas, c'est que la souffrance que nous vivons nuit et jour, nous ne voulons pas qu'une autre mère puisse la vivre. Et à la fin, parce que le président les a écoutés longuement, il les a soulagés, il leur a dit des propos très sages et qui les ont calmés, au point de dire, à la fin, elle me disait, ils ont dit au président de la République, Monsieur le Président de la République, si Dieu nous donne l'opportunité, avec votre aide et tout ça, de retrouver nos enfants, nous serons heureuses. Mais si on n'arrive pas à les retrouver, parce que toute âme est appelée à mourir, si on n'arrive pas à les retrouver, en tout cas, sachez que vous nous avez guéris. Vos propos sages, vos mots nous ont guéris aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons compris que nous avons un président qui nous protège. Alors, c'était des mots. Et à l'époque, le président était encore président de l'Union africaine. Ils ont dit, mais au-delà de nous, nous considérons que vous protégez tous les enfants de l'Afrique. Parce que cette traversée maritime, c'est une traversée de la mort, c'est une traversée vraiment funèbre et qu'il faudrait arrêter. Autrement dit, ce n'est pas l'Espagne qui nous demande d'arrêter, c'est nous-mêmes, Mauritaniens, qui n'en voulons pas parce que notre jeunesse est en train de se laisser. Et l'Espagne, et justement, dans le cas des accords que nous avons avec l'Espagne, il y a un dispositif de facilitation d'une migration régulière, ce qu'on appelle la migration circulaire, et qui va se faire, qui se met en place progressivement. Il y a aussi cette demande qui a été formulée par les hommes d'affaires et partenaires, qui consiste à augmenter le nombre de visas accordés, c'est-à-dire pour que les gens puissent aller tout à fait légalement. Je m'excuse un peu d'avoir été un peu long. Merci. Merci, parce que la réalisatrice là, risque de monter sur le plateau. En tout cas, merci. Je rappelle que j'étais avec M. Harouna Traoré, chargé de mission à la présidence de la République. Monsieur Hamadi Ould-Hamadi, ancien ministre des Affaires étrangères, merci d'avoir accepté notre invitation. Je remercie l'équipe technique, où que vous soyez, merci de nous avoir suivis. Au revoir, à la semaine prochaine, Inch'Allah.